la suite de cette journée sur les épaules des géants, un événement proposé par la ville du Havre en partenariat avec le Collège de France, le CNRS, le CEA, le CNES, l'Académie des sciences, Universciences et l'Université Le Havre Normandie. Bonjour à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, soyez les bienvenus sur les épaules des géants, ici à la bibliothèque universitaire, mais également dans différents lieux de votre ville, jusqu'à demain soir. Cet après-midi se poursuit maintenant avec un nouvel invité, Claude Jopard. Vous pouvez lui faire bon accueil. Claude Jopard, bonjour. Vous êtes professeur émérite de géophysique à l'Université Paris Diderot, ancien directeur de l'Institut de physique du Globe de Paris et membre de l'Académie des sciences, de même que de la Royal Society. Vous êtes un spécialiste de la dynamique de la Terre. Quelle est sa structure? Comment évoluent les continents? Pourquoi y a-t-il des éruptions volcaniques? À toutes ces questions, vous avez apporté des contributions importantes. Et aujourd'hui, justement, vous allez nous expliquer d'où viennent les continents. Comment se forment-ils? Pourquoi ne sont-ils pas immuables? Quel équilibre est-il maintenu à la surface de la Terre? Et pourquoi tout cela est-il fondamental pour la perpétuation de la vie sur notre planète? Claude Jopard, vous avez la parole pour environ 45 minutes avant de retrouver les questions du public. C'est à vous. Merci beaucoup, j'espère que vous m'entendez bien. Bonjour, bon après-midi. Oui, alors je vais vous parler des continents. Vous avez peut-être entendu parler du fait que les continents dérivent, ce qu'on appelle la dérive des continents, mais vous savez peut-être moins quel âge ils ont, pourquoi ils sont là. Comment se fait-il que les continents, il y en a un petit peu, mais pas beaucoup. Les continents, vous allez voir qu'ils occupent 40% de la surface terrestre, c'est pourquoi il n'y en a pas plus. Et comment se fait-il qu'ils se déplacent? Et est-ce qu'ils ont toujours la même forme? Est-ce qu'ils sont toujours regroupés de la même manière ou pas? Donc tout ceci, c'est des questions auxquelles je vais essayer de répondre. Je vais vous donner quelques arguments. Je vais vous montrer la plupart du temps des images qu'on peut traiter d'une part par des observations de terrain, mais aussi des images qu'on peut voir sur l'intérieur de la Terre. Donc vous verrez que c'est des images que je vous apprendrai à décoder. Et je vous montrerai aussi que l'important là-dedans, c'est le facteur temps. Donc c'est important de tout replacer dans le temps. Donc pour commencer, voilà. Donc voilà une échelle de temps. On peut regarder ici la Terre depuis le fait qu'elle est née en 4,5 milliards d'années à peu près, jusqu'à maintenant, donc c'est 4,5 milliards d'années. Et puis il y a pas mal d'événements importants qui ponctuent son existence. La naissance des océans. Alors à l'heure actuelle, on n'est pas certain, mais on pense qu'ils sont venus très très tôt. Les premiers océans, on a des traces à 4,3 milliards. Vous voyez que c'est très peu de temps après la formation de la planète. Un autre événement important, c'est l'apparition de la vie. Donc il y a des bactéries, là c'est pareil, c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup d'activités, et on pense que les bactéries, on est certain qu'elles étaient là il y a 3,5 milliards d'années, et on pense qu'en fait elles sont arrivées plus tôt que ça. Donc vous voyez que c'est évidemment important pour comprendre la vie, mais je vais vous montrer que ce sont aussi des indices d'autres phénomènes qui nous intéressent. Et puis, au bout d'un certain temps, ces bactéries, il y en a qui sont apparues, qui étaient des cyanobactéries qui utilisaient la photosynthèse pour libérer de l'oxygène. Donc ça, vous allez voir que c'est un événement important parce qu'au fur et à mesure du temps, ça a créé une atmosphère qui est riche en oxygène, qui est une atmosphère qui caractérise la Terre. Si vous allez sur Vénus, par exemple, qui est une planète très semblable à la Terre, elle n'a pas du tout la même atmosphère que nous. D'ailleurs, on aurait beaucoup de mal à y vivre. Il fait plus de 400 degrés, la pression est énorme, il y a beaucoup de soufre, c'est invivable. Et bien ici, nous, la Terre, on s'est fabriqué une atmosphère qui nous permet de vivre. C'est évidemment un événement absolument essentiel. Pardon. Pour revenir en arrière, je ne sais pas comment on fait, pardon. Voilà, pardon. Excusez-moi. Et puis, la vie se met à se développer. Une fois qu'on a cette atmosphère un peu particulière. Et les premiers organismes multicellulaires, on les voit apparaître vers 2 milliards d'années. Et puis ensuite, il y a des organismes qui ont des composants solides, des squelettes, qui viennent encore plus tard. Et vous voyez que nous, on arrive très tard dans l'histoire. Donc ce que je voudrais vous montrer, c'est important pour suivre ces évolutions dans la Terre. Je vais vous montrer que les continents, on va les placer dans cette flèche-là pour voir où est-ce qu'ils se placent. Et on va voir qu'ils jouent un rôle important et même essentiel, par exemple, pour la vie. Donc voilà la cohésion de l'atmosphère terrestre dans le temps. Alors ça, c'est retracé évidemment à partir des roches. Les seuls témoins qu'on a dû passer, c'est stocké dans des roches, dans des minéraux, en général des roches sédimentaires qu'il faut être capable d'étudier. Et donc on se demande comment est-ce qu'elles ont pu s'équilibrer avec l'atmosphère et l'océan. Et c'est comme ça qu'on peut déterminer des concentrations avec des calibrations diverses et variées.
Donc vous voyez ici la concentration en pourcent dans l'atmosphère en fonction du temps de quelques éléments importants, l'ammoniac, l'azote, vous savez que l'azote c'est très important pour la végétation, de l'eau, il y avait de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, le CO2, vous avez entendu parler du fait que le CO2 c'est essentiel pour le climat. Au début, on était parti d'une planète où il y avait beaucoup de CO2. Donc le climat était vraiment invivable. Et puis le CO2 a diminué. Et puis vous voyez ce dont je vous parlais ici, à peu près à 2,5 milliards d'années, l'activité bactérienne et l'apparition de la vie et la photosynthèse qui était devenue importante a permis d'avoir une atmosphère riche en oxygène qui est dans l'atmosphère qui nous permet de vivre. Alors, où est la vie à l'heure actuelle? Alors ça, c'est des études assez étonnantes parce qu'on peut quantifier la quantité de vie. Alors la vie, c'est quoi? Bon, il y a des plantes, les animaux, ça c'est relativement facile, et puis après il y a les bactéries. Donc maintenant, grâce à des forages et des études systématiques, on est capable de voir où est la vie, y compris la vie sous forme la plus élémentaire, celle des bactéries. Donc voilà ici un schéma assez simple, un continent-océan. Vous voyez que la partie importante en ce qui nous concerne dans les sols sont des éléments absolument essentiels qui sont à mon avis souvent maltraités et pas assez étudiés, dans lesquels se développe la vie, et ça représente à peu près un quart de toute la vie qui existe sur notre planète. Mais ça paraît évident parce qu'il y a des vers de terre, il y a des tas de choses dans les sols, on le sait. Ce qui est peut-être moins connu, c'est que dans les roches plus profondes, il y a aussi beaucoup de vie. Et vous voyez que ça représente aussi encore à peu près un quart de la vie qui est sur Terre. Donc au total, vous voyez que les continents, ça représente à peu près la moitié, un peu plus de la moitié de la vie. Autre chose, les océans. Les océans, vous voyez, il y a des poissons, des tas de choses dans les océans, des algues. Mais vous voyez que finalement, les océans contribuent assez peu sur ce bilan de vie. Et on retrouve pas mal de vie dans les sédiments. Mais vous voyez qu'encore une fois, proportion assez faible. Et c'est dans les roches profondes qu'il y a beaucoup de vie. Il y a énormément de bactéries et d'éléments vivants assez élémentaires dans ces roches profondes. Donc vous voyez qu'ici, à l'heure actuelle, on sait que la vie, c'est au moins autant dans les continents que dans les océans. Donc on va se poser la question, est-ce que ça a toujours été comme ça? Et pourquoi est-ce que ça a pu être maintenu comme ça? Donc on peut se poser deux questions. La planète Terre, à l'heure actuelle, on sait qu'il y a des océans et des continents. Que se passerait-il si, par exemple, il y avait uniquement des océans? La vie là-dedans, c'est pas facile, parce que quand il n'y a que des océans, on ne peut pas faire de la photosynthèse. La photosynthèse, ça demande d'être exposé aux rayons du soleil, et il faut être émergé. Au fond des mers, ça passe pas. Donc la planète océan, ça marche pas terrible. Il y a de la vie qui peut naître. On sait qu'à l'heure actuelle, vous avez peut-être entendu parler de vie qui naissent dans les dorsales océaniques. Là, il y a des fumeurs noirs qui recyclent de l'eau extrêmement chaude chargée de tas d'éléments, donc beaucoup de nutriments. Ça permet à la vie de se développer. C'est essentiellement sous forme de coquillages et de choses comme ça. C'est pas la vie que nous espérerions, et puis c'est certainement pas la vie que nous représentons. Donc la planète océan, c'est pas très bon. La planète continent, où il n'y a que du continent, ça c'est pas bon non plus. Pourquoi? Parce que d'abord, il n'y a pas d'océan, donc il n'y a pas d'eau. Donc ça vous donnerait ici des déserts, et c'est impossible de faire de la vie dans ces conditions-là. Donc ces deux cas extrêmes, c'est pas bon. Et évidemment, la Terre, elle est au milieu, et elle représente un bon compromis. Alors c'est plus qu'un compromis. Alors il y a à l'heure actuelle des chercheurs qui cherchent à déterminer quelle est la proportion optimale de continents. Alors ça demande beaucoup d'efforts, et puis beaucoup de phénomènes. Il faut tenir compte du climat, il faut tenir compte du cycle de l'eau, parce que sans eau, il n'y a pas de vie. Il faut tenir compte aussi des nutriments qui sont nécessaires à apporter. Et vous le savez peut-être, les nutriments, ils viennent beaucoup, en ce qui concerne les plantes, par exemple, de l'altération des roches. Il faut des phosphates pour faire de l'agriculture à grand niveau, mais il faut faire des phosphates pour faire tout simplement de la végétation. Donc les phosphates, il faut des continents émergés. Et donc, il y a des chercheurs, plusieurs équipes, qui essaient de voir quelle est la proportion optimale de continents pour la vie. Alors, comment ils traitent ça? Ils font quelle est la proportion optimale de continents pour créer le plus possible de biomasse. Voilà un calcul. Alors, je vous en montre un, c'est un exemple, parce que c'est des activités de recherche qui demandent un nombre incroyable de phénomènes, donc il faut les comprendre individuellement et être capable de les combiner. Donc, il faut tenir compte du climat, des nutriments, du type d'altération qu'on peut avoir. Et alors je vous montre cette courbe. Vous voyez qu'ici c'est la production de biomasse, peu importe des unités, c'est pas grave les unités, mais c'est combien de biomasse vous allez produire en fonction du rapport de surface entre continent et océan.
Vous voyez ici, 1, ça veut dire qu'il y a à peu près autant d'océans et de continents. Et c'est, d'après tous ces modèles-là, c'est là qu'on a la production optimale de biomasse. Alors, ce qui est important, c'est que si vous avez moins de continents, c'est pas bon, et si vous avez moins d'océans, c'est pas bon. Alors nous, on n'est pas loin de cet optimum, puisque, vous le savez peut-être, les continents occupent 40% de la surface. C'est pas 50%, mais c'est 40%. Donc ça, c'est la carte du globe, vous reconnaissez les continents. Donc ça, c'est une première constatation. On est dans une condition qui permet beaucoup de production de biomasse et qui est donc favorable à la vie. La deuxième question qu'on doit se poser, c'est depuis combien de temps on est comme ça ? Est-ce qu'on s'est toujours maintenu comme ça ? Et comment se fait-il qu'on se maintient comme ça ? Est-ce que c'est vraiment un petit moment dans l'histoire de l'humanité où on est juste à la bonne proportion continent-océan ? Est-ce que ça va rester comme ça ou est-ce que ça va changer ? Bon, c'est les questions auxquelles je vais essayer de répondre dans cet exposé. Donc d'abord l'âge des continents. Voilà une carte d'âge. Alors, giga-années, ça veut dire milliards d'années. Donc vous voyez que les plus vieux continents, ils sont ici en... Le pointeur ne marche pas bien. Ça, c'est les couleurs qui vous indiquent les plus vieux continents. Il y en a des petits bouts. Et c'est quelque chose qui est réparti un peu partout. On verra pourquoi. Et puis des continents plus jeunes. Vous remarquez que les continents plus jeunes, ils se développent finalement en périphérie. Donc on a une espèce de croissance à la périphérie des continents. C'est vrai pour tous les masses continentales. On verra pourquoi plus tard. Quel est le bout du continent le plus vieux ? Évidemment, c'est le Graal des géologues, c'est de trouver le petit bout de continent qui est le plus vieux possible. Donc il y a beaucoup d'équipes qui se battent. À l'heure actuelle, le plus vieux continent qu'on connaît sûr, c'est celui-là, ici, là où il y a le cercle rouge. Ce sont les gneiss d'Akasta, 4 milliards d'années. Bon, si vous allez sur le terrain, même si vous êtes géologue, ce sont des roches qui n'ont rien de particulier, c'est du continent. Alors elles sont, quand vous regardez leur composition en détail, ça ne sera pas exactement la même chose que ce que vous pouvez voir dans un continent plus jeune, mais si on ne s'attache pas aux détails, c'est une roche normale, c'est du continent. C'est ce qu'on a fait de plus vieux. Il y a des équipes qui prétendent avoir trouvé des bouts de continents plus anciens, vers 4 milliards 3, donc ça c'est très controversé, et c'est donc des recherches qui sont très actives à l'heure actuelle. Quel est le bout de continent le plus vieux ? Pourquoi on s'intéresse au bout de continent le plus vieux ? Comme je vous l'ai dit, l'information qu'on a sur le passé de la Terre, elle est dans les roches. Donc plus on a une roche ancienne, plus on va être capable de voir quelles sont les conditions dans la Terre. C'est la seule manière qu'on a de remonter dans le temps, c'est d'aller voir des roches qui sont les plus anciennes possibles. Donc c'est une activité où il y a plein de gens qui vont se balader et chercher des petits bouts de continents anciens. Donc ce qu'on peut faire, c'est regarder maintenant comment les continents sont apparus. Est-ce qu'ils étaient là depuis le début ? Et combien de temps ils ont mis à se former ? Et est-ce qu'ils continuent à l'heure actuelle de croître, puisqu'ils s'y occupent 40% de la surface à l'heure actuelle ? Est-ce qu'ils vont continuer à grandir ? Donc ça, pour ça, il faut étudier s'il y a à l'intérieur de la Terre, parce que les continents, ils sont sortis de l'intérieur de la Terre. Donc quand vous fabriquez du continent, les éléments chimiques que vous mettez dans les continents, vous les avez retirés de l'intérieur de la Terre. Donc l'intérieur de la Terre, en fait, il s'est retrouvé appauvri dans ces éléments-là. Donc pour ça, on va regarder des laves qui ont échantillonné l'intérieur de la Terre au cours des âges. Et vous allez voir que leur composition, elle évolue au cours du temps. Et elle évolue au cours du temps parce que tout simplement, les continents ont extrait des éléments qui ne sont plus disponibles au fur et à mesure que les continents croissent. Donc voilà ici, les recherches actuelles montrent cette courbe. Vous voyez que c'est la masse ici des continents qu'on a normé à la masse actuelle. Donc 0, il n'y a pas de continent. 1, c'est les continents qu'on a à l'heure actuelle. C'est en masse, parce qu'on est capable uniquement de déterminer la masse en fonction de l'âge en milliards d'années. On voit à peu près que ça démarre vers 4 milliards d'années. C'est là où on a les plus vieilles laves. On ne peut pas remonter avant parce qu'on n'a pas grand-chose. Mais à cette époque-là, la Terre avait l'air d'être égale à la Terre primitive, donc il n'y avait pas de continent. Et puis, on voit petit à petit que la composition de l'intérieur de la Terre change. Et elle change en fonction de l'extraction de la masse continentale. Vous voyez que c'est une courbe qui va en croissance dans le temps et puis qui a l'air de se stabiliser. Alors, je vous ai montré deux courbes parce qu'évidemment, il y a des incertitudes. Donc, c'est quelque part entre ces deux courbes-là, dans cette zone verte, que se situe la vraie évolution de la Terre. Donc, il y a deux choses que vous devez retirer de ceci. C'est que, au début, il n'y avait pas de continent. Ils ne sont pas là depuis le début. Ils sont apparus et il y en a eu de plus en plus, en masse. Et puis, depuis peut-être 1 milliard d'années, ça ne bouge plus beaucoup. La proportion de continents ne change pas énormément. Alors évidemment, il y a deux questions ici.
Comment se fait-il que ça ne bouge plus? Est-ce que c'est quelque chose qui fait qu'on ne fait plus de continents? Est-ce qu'ils sont là maintenant depuis tout le temps et qu'ils vont rester là? Ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça? Donc ces deux questions-là, évidemment, on va essayer d'y répondre. Donc pour résumer, au début de la Terre, il y avait des petits bouts de continents qui traînaient là à la surface. Et puis petit à petit, on a fabriqué des grandes masses continentales. On va voir que ces grandes masses continentales, en fait, elles ne sont pas permanentes. Et on va voir que les continents, ça n'arrête pas d'être modifié au cours du temps. Donc ce qu'on voit à l'heure actuelle, ça n'est pas représentatif des continents il y a 2 milliards d'années. Je ne sais pas si vous avez envie d'aller sur Terre il y a 2 milliards d'années, mais si vous y arrivez, vous seriez très gêné de ne pas reconnaître la Terre. Elle n'aurait certainement pas la tête qu'elle a à l'heure actuelle. Alors, il y a un humoriste américain qui a décrit bien ce qui se passerait lorsqu'on n'était qu'une planète avec très peu de continents. Il dit c'est une occasion manquée pour l'évolution. Vous avez un tout petit continent, puis il y a ici un petit élément. Vous savez que la vie, elle est comme née dans les océans. Et puis il voit le petit continent. Mais s'il est trop petit, le continent, c'est raté. Il passe de l'autre côté, et puis il ne va pas évoluer. Donc c'est important de connaître la taille des continents, évidemment. Donc on va revenir sur cette échelle de temps, et maintenant on va placer ce que je vous ai appris sur la naissance et la croissance des continents. Donc c'est la même photo que tout à l'heure. Voilà la croissance. Donc depuis 2 milliards et demi d'années, c'est beaucoup plus lent. Ça continue peut-être à un taux qui est très très faible, qu'on n'est pas à l'heure actuelle capable de déterminer avec précision, mais la grande phase de croissance, c'est ça. Alors ça, c'est bien les continents, c'est de la masse continentale, mais ce qui est important pour la vie, c'est la photosynthèse. Et la photosynthèse, il faut que le continent soit émergé. Si vous avez de la vie dans un continent dont la surface est à 1000 mètres de fond, sous les océans, la photosynthèse, il n'y en a pas. Donc il faut que la masse continentale soit en dehors de l'eau. Donc ça, c'est plus compliqué à déterminer. Des recherches à l'heure actuelle nous permettent de voir que l'émergence, elle commence à peu près à 3 milliards d'années. Encore une fois, ça se voit dans les roches, parce qu'on a des sédiments, et les sédiments, ils sont faits par l'érosion des continents, et l'érosion, elle est efficace au-dessus de la surface de l'eau, évidemment. Sous les mers, les roches continentales sont un peu altérées et un peu érodées, mais pas beaucoup. Donc quand vous avez beaucoup de sédiments, c'est qu'il y avait des continents qui étaient sortis de la mer. Donc voilà ici où apparaissent les continents émergés, et vous voyez que ça coïncide à peu près, c'est pas innocent, c'est au moment où la vie commence à se développer. Parce que la vie, elle s'est développée en fonction de la photosynthèse. Et la photosynthèse, ça demande d'être exposée, évidemment, au rayonnement cosmique. Voilà. Donc, vous voyez que l'histoire des continents, elle est indissociable du développement de la vie. Elle est indissociable, évidemment, de l'histoire de la planète. Donc, je remets ça aussi pour la composition de l'atmosphère. La même chose que je vous ai montré tout à l'heure, la concentration des éléments en fonction du temps. Et vous voyez que le CO2, qu'est-ce qui a pompé le CO2? C'est la vie. Quand vous avez de la photosynthèse, la matière organique, elle réagit avec le CO2 et elle libère de l'oxygène. Donc la disparition du CO2, elle est liée à ça. Et puis ici, la grande oxygénation, c'est venu à cause de la photosynthèse, qui a permis à tous ces organismes de libérer beaucoup d'oxygène. Et c'est venu créer ici l'atmosphère qui nous permet de vivre à l'heure actuelle. Donc, on va se demander, mais comment les continents sont fabriqués, puisqu'ils sont apparus, qu'est-ce qui les a fait? Eh bien, ce qu'on sait, c'est que c'est lié au mouvement c'est dans la Terre que ça se produit, et c'est les mouvements du manteau terrestre qui les font des continents. Alors, comment ça marche, la machine terrestre? La Terre, elle est chaude à l'intérieur, elle est refroidie à la surface. Comme la surface est froide, elle est aussi plus dense, et donc ça crée des mouvements descendants, c'est ça qui fait les mouvements à la surface. Donc il y a plusieurs types de mouvements ascendants. Ces mouvements ascendants, c'est les mouvements ascendants qui me permettent d'avoir des laves, parce qu'en montant, ces mouvements-là vont engendrer des roches qui fondent, et ces roches qui fondent vont donner des magmas qui vont créer de l'activité volcanique, et c'est ces laves-là qui me permettent d'échantillonner l'intérieur de la Terre au cours du temps. Et puis, il y a des mouvements descendants. Ces mouvements descendants, ils sont créés parce que s'il y a des mouvements ascendants qui viennent apporter de la matière à la surface, il faut bien compenser ça. Et c'est les mouvements descendants qui permettent de compenser et de maintenir la taille de la planète et la surface telle qu'elle est. Donc ces mouvements descendants, c'est ce qu'on appelle la subduction. Et c'est particulier parce que ça fait aussi de la fusion. Vous voyez que la Terre, elle fait de la fusion à la montée et à la descente.
À la montée, c'est l'échantillonnage de nature de la Terre. À la descente, c'est la création de continents. C'est comme ça qu'on crée les continents. Pourquoi est-ce que ça se fait? Eh bien ici, vous voyez que ça se fait sous les océans. Les roches ont été hydratées. Donc quand elles vont fondre, elles vont donner des laves d'une composition extrêmement différente. Et c'est ces laves-là qui sont les continents. Donc les continents, c'est fabriqué dans les zones de subduction. Alors il y a deux types de zones de subduction. C'est le même phénomène fondamental, mais il y a de la subduction au milieu des océans. C'est le cas du Japon. Et puis il y a des subductions qui sont au bord des continents. C'est l'exemple même, c'est la cordillère des Andes. Donc c'est là qu'on fabrique la matière continentale. Donc je vous montre ici une image de la subduction qui est faite par l'étude sismique pour montrer comment ça marche. Donc on étudie les ondes sismiques qui se propagent à l'intérieur de la Terre. Quand c'est chaud, les ondes sont ralenties. Quand c'est froid, les ondes sont plus rapides. Ce sont des ondes élastiques. Si vous essayez d'avoir un élastique qui est froid, il va être très résistant à la déformation. Donc ça va faire des ondes qui se propagent vite. Si vous le ramollissez, vous voyez que ça ne va pas propager très rapidement les vibrations. Donc plus c'est chaud et moins ça va vite. C'est le principe qui est utilisé pour étudier la température dans la Terre. Là où les ondes sont lentes, c'est chaud. Là où les ondes sont rapides, c'est froid. Donc voilà, c'est les zones froides. Vous voyez qu'ici, c'est la plaque qui subduque, c'est la surface qui a été refroidie, on appelle ça une plaque. C'est froid, ça descend, et c'est marqué par cette zone froide. Les petits points, c'est des tremblements de terre qui sont engendrés. Et puis là où c'est rouge, c'est chaud. Et vous voyez que le Japon, c'est des volcans. Et vous voyez que sous les volcans, c'est très très chaud. Et c'est là que la matière qui a fondu finit par s'accumuler et créer de la masse continentale. C'est tout en haut. Hein. Oui, c'est ça. Le Japon. Et la coupe, c'est une coupe verticale, avec ici en kilomètres la profondeur, 0, 100, 200, 300, 400, 500 kilomètres. Vous voyez que l'échelle, ce n'est pas du tout l'échelle des mètres, c'est des kilomètres, pardon. Donc voilà la subduction. Donc les arcs insulaires, c'est ces chapelets d'îles qui sont formés par ce phénomène. C'est des îles qui sont des volcans, et il y en a partout. Donc je vous montre ici toutes les zones de subduction de la planète avec les arcs insulaires qui les accompagnent. Alors ici, c'est la cordillère des Andes. Vous avez entendu parler des volcans de la cordillère des Andes. Ici, c'est les Antilles. Je vous montrerai ça. Et puis le Japon, etc. Donc c'est fait aux bordures, en général plutôt en bordure des océans. Mais vous voyez qu'il y en a toute une partie sur toute la Terre. Bon, l'arc insulaire des Antilles. Voilà. Quand vous allez par exemple en Martinique ou en Guadeloupe, c'est la France, vous êtes assis sur un continent tout jeune. C'est un continent qui a à peu près l'âge de l'éruption volcanique, c'est-à-dire quelques années. Donc c'est du continent tout frais. Ça n'a pas l'air, mais c'est ça. Alors qu'est-ce qui va se passer au cours du temps? Cet arc insulaire-là, il va continuer de croître, il va faire des îles de plus en plus grosses, et puis il va finir par être collé. Alors exactement où, je ne peux pas vous le prédire, mais probablement au continent nord-américain, et il va simplement faire croître le continent nord-américain. Alors ça, vous avez l'impression que ce n'est pas beaucoup, mais évidemment, ça c'est une image qui est à l'heure actuelle. L'arc des Antilles, il a à peu près, alors il a changé au cours du temps, mais grosso modo, il a quelques 60-70 millions d'années, par rapport aux 4,5 milliards d'années de la Terre, c'est rien du tout. Donc ce qui se forme ici en quelques dizaines de millions d'années, c'est ça qui va faire toute la masse continentale. L'autre endroit, c'est les subductions qui sont contre les continents. Ça, c'est la cordillère des Andes. Cette guirlande que vous voyez du côté ouest, c'est des volcans. Et ces volcans-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est la nouvelle masse continentale qui est ajoutée à l'Amérique du Sud. Alors là, on peut faire des calculs, puisque je connais l'âge de toutes ces formations. Je connais leur surface, je connais leur épaisseur, je peux calculer combien j'ai ajouté de masse continentale. Et si je fais ça, je peux extrapoler, parce que je connais les zones de subduction, je peux voir combien il y en a eu dans le temps. Grosso modo, avec ça, je peux fabriquer 2 fois la masse actuelle des continents en 4 milliards d'années. Alors vous voyez tout de suite qu'il y a un problème. 2 fois la masse continentale minimum, parce qu'on cherche à évidemment avoir la quantité minimum pour bien comprendre le phénomène. Comment se fait-il que j'ai à l'heure actuelle moins que ce que j'ai fabriqué? Tout simplement, la seule manière d'expliquer ça, c'est qu'il faut détruire de la masse continentale. J'en crée sans arrêt, mais il faut que j'en détruise, sinon je ne vais pas y arriver. Alors où est-ce que je détruis le continent? Je détruis les continents quand je fais une collision continentale. Une collision continentale, si vous avez entendu parler, c'est ce qui fabrique les chaînes de montagnes. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on fait une collision continentale? Il y a 2 continents qui viennent.
Ils se cognent les uns contre les autres. En se cognant, ils se déforment et ils créent un relief parce qu'ils se sont épaissis à l'endroit du moment où ils sont rentrés en collision. Donc ici, c'est un relief. Ça, c'est une photographie qui vous donne de satellite qui vous donne la topographie. Et je vais vous montrer maintenant l'épaisseur de la croûte. La croûte, c'est la matière continentale. Donc là, voilà, c'est pas tout à fait à la même échelle, en kilomètres. Donc c'est l'épaisseur de la croûte. Vous avez une idée de l'épaisseur de la croûte en France, par exemple, en moyenne? Vous savez combien ça fait? Bon, ça varie. On pense que la France est un pays qui est géologiquement pas très intéressant. C'est pas vrai. Il y a plusieurs zones différentes. Alors l'épaisseur de la croûte continentale, elle varie entre 25 et 35 km. Donc ça, c'est de la croûte continentale normale. Donc c'est pas les 70 km que vous avez là. Donc un continent, vous voyez que le jaune, c'est vers 40 km, c'est la croûte continentale moyenne. Dans une zone de collision, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, à cause du choc et puis de la déformation qui suit le choc, je fabrique un continent épais. Alors ça, c'est une image. Vous voyez que ça, vous reconnaissez bien l'Himalaya, c'est une image très fidèle. Mais vous avez fabriqué une chaîne de montagnes, vous avez épaissi la croûte, mais qu'est-ce qui va se produire? Ça, c'est pas stable. La croûte, ici, qui est épaissie, elle est épaissie, mais petit à petit, la chaîne de montagne, elle va disparaître par érosion. Et puis finalement, tout va revenir à l'épaisseur d'équilibre. Donc, qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez fait une collision continentale? Premièrement, vous avez fait diminuer la surface occupée par les continents, parce que vous avez raccourci l'Inde et l'Asie en les faisant se déformer. Et puis, vous allez faire disparaître du volume et de la masse en sédiments que vous allez évacuer dans l'océan et que vous allez réinjecter à l'intérieur de la Terre. Donc c'est ça, la destruction de masse continentale. Donc vous voyez que la Terre, elle fonctionne avec création de continents dans les zones de subduction. Il y a d'autres mécanismes qui créent la masse continentale, mais ils sont mineurs par rapport aux zones de subduction. Et puis parallèlement, de temps en temps, vous faites disparaître de la masse continentale parce que vous faites des collisions. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire une sorte de quasi-équilibre entre création et destruction. Vous reprenez cette courbe-là, la masse des continents au cours du temps, normée à 1 à la masse actuelle. Vous voyez qu'à l'heure actuelle, ça ne bouge plus beaucoup. Pourquoi ça ne bouge plus beaucoup? Parce qu'à l'heure actuelle, on construit et on détruit de la masse continentale à peu près au même taux. Alors vous me direz, comment ça se fait? Imaginez que vous commencez avec un tout petit continent ici. Le petit continent, il est tout seul, il va se balader, pas de problème. Vous le faites croître en surface, et puis on va voir qu'il ne peut pas rester tel quel, il va y avoir 2 ou 3 continents qui se baladent, ils vont forcément rentrer en collision les uns avec les autres. Et plus il y a de continents à la surface, plus les collisions sont fréquentes. C'est le principe des autotamponneuses. Donc ici, vous avez des continents qui se baladent, ils vont se cogner les uns contre les autres, et s'ils sont trop nombreux, tout va s'arrêter. Et nous, on est dans l'étape intermédiaire dans laquelle, finalement, les collisions sont à peu près suffisamment fréquentes pour détruire la masse continentale qui est créée. Donc voilà ce qui explique l'apparente stabilité de la masse continentale. Mais vous voyez bien que c'est quelque chose, c'est une équipe qui est précaire, qui demande finalement qu'il y ait des collisions qui soient plus ou moins en phase avec les subductions. Et ça dépend de la surface continentale et ça dépend des vitesses, évidemment. Si vous avez des vitesses de déplacement des continents qui sont infiniment lentes, il ne se passe rien. Les continents, ils restent là où ils sont. Donc regardez ce qui s'est passé dans le temps. On va regarder maintenant est-ce que les vieux continents, comment est-ce qu'ils ont fait pour croître. Je vous l'ai dit au début, c'était des petites masses qui sont sorties. Il y avait des petites zones de subduction. Ça finit par se rassembler en petites masses. C'est ce qu'on appelle des cratons. Vous reconnaissez peut-être les contours de l'Amérique du Nord. Voilà les vieux terrains d'Amérique du Nord. Vous voyez qu'en fait, c'est un assemblage de petits bouts de continents qui ont des âges un peu différents. Et donc, c'est ces zones-là qui sont nommées cratons, qui sont venus se coller les uns aux autres et qui sont séparés, ce qu'on appelle par des zones de suture, qui sont des zones dans lesquelles les roches ont été déformées, puisque ces cratons sont rentrés en collision les uns avec les autres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, par exemple, vous avez un arc insulaire ancien qui existait et dont on peut retrouver des volcans ou des traces de volcans dans le passé. Donc vous voyez que le continent, il s'est créé comme ça. Il a cru, mais est-ce qu'il peut croître indéfiniment? Donc ça, je ne vais pas vous le montrer, mais un continent, qu'est-ce que ça fait à la surface de la Terre? La Terre, elle se refroidit, et pour se refroidir, c'est comme de l'eau qui bout. Quand vous faites bouillir de l'eau dans la casserole, vous avez remarqué qu'il y a des mouvements à la surface, l'eau qui est très chaude, elle monte, elle se refroidit à la surface et elle redescend. Mais un continent, ça ne permet pas ça, puisque le continent, lui, ça revient à mettre un isolant à la surface. Donc le refroidissement de la Terre, il se fait par les océans.
Donc si vous avez un continent qui est trop gros, la Terre elle se met à chauffer. Et si elle se met à chauffer, elle se met à fondre. Et elle se met à fondre où? Sous le continent. Donc un gros continent, ça va finir par créer une zone extrêmement chaude qui va monter et qui va le casser. Donc vous voyez que les continents, ils sont instables tout simplement à cause de l'effet qu'ils ont, l'effet de couverture thermique qu'ils ont sur la Terre. Ils vont créer des anomalies thermiques qui vont créer des mouvements ascendants qui vont finir par les fragmenter. Donc c'est une machine qui marche toute seule. Je fais des continents, je les fais croître. S'ils sont trop gros, ils sont obligés de se casser parce que ce n'est pas possible de les maintenir avec une planète qui refroidit. Donc vous savez aussi que de temps en temps, parce qu'à force de se balader à la surface de la Terre, les continents finissent par se rassembler. C'est des événements assez rares, mais ça existe, vous avez entendu parler peut-être. Donc on fabriquait avant des supercontinents. Le dernier qui s'est formé, c'est ce qu'on appelle la Pangée, qui est resté tel quel à peu près pendant, disons, 70 millions d'années, et puis qui a fini par se fragmenter. Donc la Pangée, la voilà. Ici, vous reconnaissez peut-être l'Australie, vous reconnaissez la Sibérie, nous on est par là, et ces supercontinents, il n'était pas stable, parce qu'il isolait une trop grosse partie de la surface de la Terre du refroidissement, donc il a fini par éclater. Il y en a eu plusieurs dans le passé, des gros continents comme ça, je vous en donne un autre, Rodinia, qui existait jusqu'à 750 millions d'années. Donc ici, vous reconnaissez, Laurentia, c'est l'Amérique du Nord. Nous, on est par là. Vous voyez l'Angleterre, la Norvège, etc. Donc c'était un supercontinent. Donc évidemment, retracer et reconstituer les pièces d'un puzzle comme ça, c'est extrêmement difficile parce que il y a des bouts de continents que vous allez retrouver, des bouts de continents qui ont disparu. Donc c'est une activité qui prend beaucoup de temps et qui d'ailleurs occupe pas mal d'équipes dans le monde. Donc on peut remonter comme ça jusqu'à plus de 3 milliards d'années. Il y avait des supercontinents. En dessus, on n'arrive pas, plus vieux que 3 milliards d'années, on n'arrive plus à reconstituer l'histoire des continents. Mais on est sûr qu'au cours de leur histoire, les continents ont formé des énormes surfaces et que ces surfaces se sont fragmentées. Donc vous voyez que les continents, c'est compliqué. Ils ne sont pas stables d'une part parce qu'ils sont sans arrêt détruits par des collisions. Ils ne sont pas stables non plus parce qu'ils rentrent en collision les uns contre les autres et finissent par se rassembler et puis pour se recasser en dessous. Donc les continents tels que vous les observez à l'heure actuelle, ils ont finalement une durée de vie assez limitée sur Terre et c'est quelque chose qui est absolument inévitable et c'est comme ça que la planète fonctionne. Alors, l'autre chose qui casse les continents, c'est l'activité des géologues, évidemment. Un géologue, ça casse du continent. Alors, j'avais prévu de m'arrêter ici, mais si j'ai 5 minutes... On a même un quart d'heure encore, si vous le souhaitez. Donc, je vais vous montrer des grandes cicatrices. Alors, il y a une énorme cicatrice que peu de gens connaissent. C'est au beau milieu des États-Unis d'Amérique. Vous reconnaissez les États, ça c'est le lac supérieur, Minnesota, Wisconsin. Pour ça, vous voyez que l'échelle ici, c'est à peu près 350 km, ça. Tout ça, c'est un grand rift. Un rift, c'est-à-dire un endroit où on a créé une ouverture, et dans cette ouverture, il y avait des laves qui se sont accumulées. Donc c'est un rift qui est en plein milieu du continent, qu'on appelle le rift du Keweenawan, parce que c'est le nom indien de cette région-là, 1 milliard d'années. Ça fait 2500 km de long, 150 à 200 km de large, vous voyez que c'est pas rien, c'est énorme, je vous montrerai tout à l'heure la profondeur. Donc ça, c'est une cicatrice, c'est quelque chose qui, manifestement, vous comprenez bien qu'on essaie de casser le continent, là. Il était gros, le continent américain, on essaie de le casser, ça n'a pas marché, il reste la cicatrice. Alors ça nous intéresse beaucoup, évidemment. Pourquoi est-ce que ça s'est arrêté? Ça fait l'objet de recherches à l'heure actuelle. Ce genre de cicatrice nous donne des renseignements très précieux sur l'activité interne de la Terre. Voilà le Keweenawan, c'est très joli. C'est le lac supérieur ici. Si vous êtes géologue, vous allez voir ça. Les bords du lac, c'est des laves. Donc c'est entièrement ici rempli de lave. Ça se voit parce que si vous regardez de près, pour ceux qui voient là, c'est ce qu'on appelle des laves. C'est des laves qui sont plissées parce qu'elles sont très fluides. Et lorsqu'elles s'étalent, elles développent des petits plissements qui sont caractéristiques de lave assez fluide. En fait, si vous vous baladez au lac supérieur, vous allez voir ça. Donc vous imaginez des éruptions volcaniques sur 2500 km de long. Vous voyez que c'est quelque chose d'absolument majeur. Alors combien de temps ça a duré? Ça a duré à peu près 100 millions d'années, cette affaire-là. Donc pendant 100 millions d'années, on a essayé de casser le continent américain, on n'y est pas arrivé. Pour vous montrer en épaisseur, donc l'épaisseur ici, c'est la profondeur en kilomètres, 10, 20, 30, 50 km, 45.
Et bien, toutes ces laves, vous voyez que ça s'accumule sur plus de 25 km d'épaisseur en certains endroits. Donc c'est absolument énorme. Une quantité gigantesque de laves ont été mises en place à cet endroit-là. Donc ça, c'est une cicatrice absolument majeure. Donc ça vous montre que les continents, ils peuvent croître, mais s'ils sont trop gros, ils vont casser. De temps en temps, ça ne marche pas, mais leur durée de vie est forcément limitée parce que ce n'est pas stable. Voilà. Et là, c'est vraiment la fin. Donc je vais résumer brièvement ce que je vous ai raconté. Les continents, c'est important pour le géologue, c'est important pour la vie aussi. Alors les géologues, c'est la vie aussi, vous me direz, mais c'est important pour comprendre pourquoi la vie s'est développée. Sans continent, on ne peut pas développer la vie telle qu'on l'a à l'heure actuelle. Ce que je vous ai montré aussi, c'est que s'il y a trop de continents, ça ne marche pas. Donc il faut être capable de comprendre pourquoi il n'y a pas trop de continents. Je vous ai montré aussi que finalement, à l'heure actuelle, depuis un certain temps, on est à peu près dans une sorte de quasi-équilibre, parce que des continents, j'arrête pas d'en faire. Chaque fois que la Terre va bouger, va faire des nouveaux océans, des nouvelles de subduction, elle va créer des continents. Mais ça, je ne peux pas faire ça sans arrêt, parce que s'il y a beaucoup de continents, ils vont rentrer en collision les uns avec les autres. Donc finalement, les continents, ils vont se détruire. Et c'est comme ça qu'à l'heure actuelle, on est dans un état de quasi-équilibre. Et cet état de quasi-équilibre, il est atteint pour une surface où à peu près il y a 50%, 40% de la surface terrestre qui est occupée par des continents. Donc on est dans une sorte de quasi-équilibre. Maintenant, ce qui va se passer dans quelques milliards d'années, c'est plus difficile à prédire parce que je ne sais pas encore à l'heure actuelle exactement quelles sont les vitesses des continents. Dans 1 milliard d'années, j'ai beaucoup de mal à pouvoir l'estimer. Même si je l'estimais, je ne serais pas là pour vérifier que je me suis trompé ou que j'ai eu raison. Donc c'est pour vous dire le message que les continents sont essentiels. Ils sont des créations qui sont finalement éphémères. Ils sont sans arrêt modifiés. Mais c'est eux qui nous permettent de vivre. Voilà, je vous remercie. Mesdames et messieurs, Claude Jopard. Merci beaucoup pour cette conférence passionnante. Je vous propose de poursuivre avec vos questions à vous, public. Si vous avez des questions, Claude Jopard vous écoute et vous répondra avec plaisir. Des micros circulent dans la salle à cet effet, n'hésitez pas à lever la main. Madame, nous vous écoutons. Bonjour, merci. Je voulais savoir si le réchauffement climatique avait un impact accélérateur sur la destruction ou la construction des continents. Claude Jopard. Alors, le réchauffement climatique, ça joue à des constants de temps qui sont faibles. Donc oui, ça a un impact que ça va changer l'érosion. Donc l'érosion, elle va être modifiée par le climat. Donc vous avez remarqué à l'heure actuelle qu'il y a des inondations. Les inondations, vous avez peut-être remarqué aussi, ça charrie, ça fait des coulées de boue souvent. Donc ça, c'est de l'érosion qui devient beaucoup plus efficace. Donc de ce côté-là, le réchauffement climatique a un effet. Maintenant, le réchauffement climatique, si on arrivait à le stopper, si ça a joué pendant 10 ou 20 ans, à l'échelle des temps géologiques, c'est négligeable. Si par contre la Terre continue comme ça pendant des centaines de milliers d'années, là, ça va avoir un rôle qui sera très important. Mais à l'échelle qui nous intéresse ici, qui est l'échelle géologique, qui n'est pas l'échelle humaine, c'est des effets qui sont pour l'instant, en tout cas, très faibles. Madame, au fond de la salle. Le micro va venir jusqu'à vous. Vous posez votre question à Claude Jopard. Bonjour, merci pour votre conférence. Je voulais savoir si vous pouviez nous parler un peu des points chauds et des volcans, en quelques mots. Ou peut-être que ce n'est pas le thème de votre conférence. Il y avait une diapo où on voyait des points chauds, je crois. Oui, je vous ai montré quand vous avez l'activité interne de la Terre. Les points chauds, on les aime beaucoup parce qu'ils nous échantillonnent l'intérieur de la Terre. Donc, il y a pour échantillonner l'intérieur de la Terre, vous avez les dorsales océaniques et les points chauds. Les points chauds, ça permet d'avoir accès à des profondeurs plus importantes. Donc, on les aime bien. Pour les plus jeunes, peut-être dans le public, point chaud, un exemple. Alors, l'exemple d'un point chaud, c'est l'île de la Réunion ou Hawaï, au beau milieu de l'océan Atlantique. Vous savez que je vous ai montré l'activité de la Terre. La Terre, elle crée des océans. Les océans, ça se crée. Et c'est des grandes unités qui sont créées au niveau de ce qu'on appelle les dorsales océaniques. Donc ça, c'est des grandes plaques qui se déplacent. Et c'est des mouvements qui sont quasiment en cellules. Vous avez une partie montante sur une très grande distance à la surface. Ça vous crée un océan. Et l'océan, il va rentrer en subduction. Donc ça, c'est la première échelle des mouvements terrestres. Et puis se superposent à ces mouvements-là des mouvements plus localisés, un peu comme ce qu'on appelle un panache. Si vous faites un feu de forêt, vous allez créer une ascension dans l'atmosphère localisée. Et dans la Terre, il y a des endroits où on fabrique de telles ascensions localisées, c'est ce qu'on appelle des points chauds. Points chauds, ça veut dire que c'est localisé et c'est pas à la même échelle que les plaques. Donc les points chauds nous intéressent beaucoup. Donc, de toute façon, ce que je vous ai montré, c'est que les zones de subduction, c'est aussi des très beaux volcans.
En ce qui concerne le volcanologue que je suis aussi, je préfère ces volcans-là parce que les volcans de point chaud, ils sont ennuyeux. Ils font des coulées de lave, ils font de temps en temps des petites explosions, ils détruisent pas grand-chose, donc bon, c'est pas terrible. Les volcans de zone de subduction, ça c'est du lourd, ça. C'est la montagne Pelée, par exemple. Ça, c'est un vrai volcan, ça. Voilà. Donc les zones de subduction, c'est des volcans beaucoup plus intéressants, non seulement parce qu'ils font des phénomènes volcaniques spectaculaires, mais parce qu'ils créent du continent. Les habitants des îles des Canaries étaient un peu embêtés par les Canaries, c'est un point chaud. Voilà. Les Canaries, les Açores, point chaud. Si vous regardez une carte du monde et que vous voyez une île au beau milieu d'un océan, c'est un volcan. Hein. C'est peut-être un ancien volcan, mais c'est un volcan. Vous regardez l'océan Indien, Kerguelen, ça vous dit quelque chose? Ben, c'est un ancien volcan. Donc les Canaries, c'est au milieu de l'océan, c'est un ancien volcan. Vous ne faites pas de boue continentale qui traîne comme ça au milieu d'un océan. Hein. Ça n'existe pas. Une autre question, peut-être, pour Claude Jopard. Une question par ici, monsieur. Bonjour. Est-ce que vous savez s'il y a dans le passé une limite sur la taille des montagnes, à peu près une limite théorique? Est-ce qu'il y a eu des plus grandes chaînes de montagnes que l'Himalaya dans le passé, par exemple? Oui, en hauteur? Oui, en termes de hauteur, ouais, par exemple. La hauteur, elle est limitée parce que vous allez... D'abord, il faut épaissir la croûte. Hein. Et la croûte, si vous la faites trop épaisse, finalement, la topographie, ça va vous créer une force de résistance. Si vous montez un matériau, il faut continuer de le monter. Plus c'est haut, plus ça devient difficile. Donc, en fonction des forces qui sont disponibles, vous pouvez créer des chaînes de montagnes qui ont à peu près l'altitude à l'heure actuelle. On le sait. Hein. Donc, les forces, qu'est-ce que c'est? C'est les forces que les plaques exercent. Moi, je peux calculer la force qu'exerce l'Inde sur l'Asie. Et ça, je peux relier cette force avec la force qui est mise en jeu par les mouvements à l'intérieur de la Terre. Dans le passé, on pense que les mouvements étaient peut-être un peu plus rapides, mais pas beaucoup. Et donc, en fait, il n'y a pas la force pour faire des montagnes beaucoup plus élevées. Je ne peux pas monter de la masse indéfiniment, ce n'est pas possible. Donc c'est lié aussi à la gravitation de la Terre. Et c'est la gravitation. De toute façon, si je monte une chaîne de montagne, vous vous rendez compte, il faut que je la presse, il faut que je lutte contre la gravité, parce que je suis en train d'élever de la matière au-dessus de sa position initiale. Donc il faut que je pousse. Donc je peux calculer la force de poussée. Et cette force de poussée, je vais la relier aux forces qui sont disponibles par les mouvements intérieurs de la Terre. Et ces forces-là, elles n'ont pas beaucoup bougé au cours du temps, d'après ce qu'on connaît. Donc ça veut dire que je ne peux pas fabriquer une chaîne de montagne beaucoup plus élevée. Je ne vais pas avoir l'énergie et la force nécessaires pour monter de la masse aussi haut. Est-ce que ça signifie que plus une planète est grosse, plus ses chaînes de montagnes sont petites? Ah non, non, pas forcément. Du fait de la gravité qui est plus importante? Ah, si vous voulez, d'accord, uniquement en fonction de la gravité, bien sûr, oui. Vous savez peut-être, la planète Mars, qui est plus petite que la Terre, c'est pareil pour les volcans. Les volcans, vous n'allez pas pouvoir les faire indéfiniment, parce qu'au bout d'un certain temps, vous n'êtes pas capable de monter la lave jusqu'à la surface du volcan. Mars, vous connaissez la taille du plus gros volcan de Mars? Olympus Mons, c'est 25 km de haut. Donc Hawaï, c'est pas mal. Si vous comptez Hawaï à partir du fond marin sur lequel il est né, c'est 9 à 10 km. Et donc Mars, c'est plus gros parce que la pesanteur y est plus faible. Une question de monsieur là-bas, à droite. Et d'abord une question, alors, monsieur au deuxième rang, vous avez le micro dans la main, et ensuite monsieur au fond. Bonjour monsieur. Bonjour. J'ai cru avoir compris qu'une grande fracture était en train de s'installer en Afrique. Oui. Est-ce que vous pourriez en dire quelque chose? On parlait de partage carrément de l'Afrique. Si vous regardez l'Afrique, d'abord, vous avez entendu parler de la mer Rouge, et puis aussi il y a le rift africain, dans lequel il y a tous ces volcans. Vous avez peut-être entendu parler du Nyiragongo, des volcans comme ça. Et bien, il y a une fracture qui est en train de s'ouvrir. Donc, il faudrait que je vous montre une carte. L'Afrique est en train de se fragmenter, tout simplement. Et cette fracture-là, d'abord, la mer Rouge, elle ne va pas arrêter de croître, donc petit à petit, l'Afrique va se détacher du reste du continent asiatique. Donc c'est clair que l'Afrique sera un continent totalement autonome et indépendant. Mais même après ça, elle va probablement se fragmenter à petits bouts. Alors je pourrais peut-être... Vous voulez qu'on remette peut-être la présentation? Non, je vais vous montrer, si je peux... Si on peut remettre les transparents, oui. Voilà l'activité magmatique récente en Afrique, la mer Rouge. Ça, c'est le rift est-africain. Tout ce qui est bleu ici, c'est des régions volcaniques qui ont moins de 40 millions d'années. C'est-à-dire moins de 40 millions d'années, c'est-à-dire c'est actuel. Vous voyez que l'Afrique, c'est pas calme du tout. Il y a des volcans partout. Est-ce que vous saviez qu'il y avait des volcans du côté de la Libye, par exemple, là? Vous voyez, le Hogar, c'est volcanique. Le Cameroun, tout le monde connaît le Cameroun. L'Afrique, elle est en train de se casser, en fait.
Alors, est-ce qu'elle va se casser jusqu'au bout? Est-ce que ça va faire comme l'Amérique du Nord, avec cette espèce de gigantesque cicatrice qui est là? Finalement, l'Amérique du Nord, on a essayé de la casser, mais finalement, ça s'est arrêté. Je ne peux pas vous répondre à cette question, mais c'est sûr que l'Afrique, elle est en train de se fragmenter. Il y avait une question là-bas au fond. Oui. Bonjour. Est-ce qu'il y a d'autres exemples dans le système solaire, par exemple, où on a de la tectonique des plaques? Et si oui, est-ce que cet quasi-équilibre de 40% de continents, il est universel ou il est propre à la Terre? Ben non, vous le savez peut-être, on n'a pas d'exemple de tectonique des plaques ailleurs. La seule planète où il y a quelque chose qui pourrait ressembler à la Terre, c'est Vénus. Mais Vénus n'a pas du tout la même topographie que la Terre. Vénus, il y a en fait 2 portions de Vénus différentes avec des altitudes différentes. Il y a une zone qui pourrait être, entre guillemets, continentale. C'est la moitié de Vénus, oui, il y a à peu près 50%. Mais il n'y a pas de mouvement qu'on est capable de déceler. Il n'y a pas de dorsale océanique, on ne voit pas de mouvement. Donc la planète Vénus, elle est encore en activité, c'est clair, puisque les éruptions volcaniques sont récentes. Pourquoi est-ce qu'on sait qu'elles sont récentes? Il y a 2 choses qui nous permettent de dire que c'est récent. Un, quand vous avez une grande coulée de lave qui est à 1 milliard d'années, Vénus, vous avez des impacts de météorites partout. Donc vous comptez les impacts de météorites, vous êtes capable de dater la surface. Il y a des tas de surfaces volcaniques sur Vénus où il n'y a aucune trace de météorites. Donc ça veut dire que c'est des éruptions actuelles. Vous voyez ensuite la topographie des volcans. Vous voyez très bien que lorsque la topographie est assez chaotique, avec plein d'arêtes, etc., ce n'est pas une topographie qui est ancienne, parce que le temps finirait par abraser tout et tout lisser. Donc on sait qu'il y a une activité volcanique extrêmement active, qu'on peut déceler. D'ailleurs, l'activité volcanique sur Vénus, ça vous donne cette atmosphère qui est très riche en soufre en particulier, qui est invivable. Donc Vénus a une activité interne intense, mais il n'y a pas de tectonique des plaques. Et pour quelle raison? Eh bien, c'est une grande question qu'on n'est pas capable de répondre à l'heure actuelle. Alors certains proposent que comme Vénus, il n'y a pas beaucoup d'eau sur Vénus, donc l'eau joue un rôle essentiel pour lubrifier les mouvements. Quand il y a de l'eau, tout se ramollit. C'est vrai pour n'importe quelle concoction que vous pouvez faire dans votre cuisine, mais c'est vrai aussi pour les roches. Vous ajoutez un peu d'eau au manteau terrestre, en fait, il va s'écouler beaucoup plus rapidement. Il n'y a pas d'eau sur Vénus. Donc on pense que Vénus est trop rigide pour faire de la tectonique des plaques. Maintenant, c'est une hypothèse qui demande à être vérifiée. Malheureusement, on n'a que 2 planètes pour l'instant sur lesquelles on a suffisamment de traces. Mars, c'est sûr que c'est mort, il n'y a pas grand-chose. La Lune, c'est pas suffisamment gros, elle est complètement éteinte. Il y a eu de l'activité interne sur la Lune, mais c'est éteint depuis presque 3 milliards d'années. Donc Mars, c'est toujours controversé, mais on pense qu'il n'y a pas grand-chose depuis 500 millions d'années. Vénus, c'est actuel, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas la forme d'une tectonique des plaques. Ça n'empêche qu'il faut que la planète refroidisse. Ça, c'est essentiel. Donc ça se fait sous forme de volcanisme qui n'a pas la distribution qu'on a sur Terre. Et sur Mars, si c'est complètement éteint, c'est parce que la planète s'est déjà trop refroidie pour... La Mars, c'est beaucoup plus petit que la Terre, donc ça s'est déjà refroidi. Il n'y a plus grand-chose parce que c'est tout froid maintenant. Une question, madame, au premier rang. On va vous amener à... Alors d'abord, monsieur au fond, et ensuite madame ici. Bonjour, je souhaitais savoir pourquoi est-ce qu'on parle d'un continent européen et d'un continent asiatique alors qu'ils semblent constituer une même masse. Écoutez, je ne suis pas géographe, donc... Est-ce que c'est géologiquement parlant... Géologiquement parlant, c'est le même continent ou c'est 2 continents différents? Disons qu'ils n'ont pas la même histoire. Donc, si vous voulez les différencier sur la base de leur histoire géologique, ils ne sont pas tout à fait semblables. Ils n'ont pas la même activité actuelle, mais en fait, au point de vue de la masse, oui, il n'y a pas de raison de les différencier. Madame. Moi, je voudrais demander, l'Islande, qui est à la rencontre de 2 plaques tectoniques, c'est classé comme un point chaud? À l'Islande, c'est un point chaud. Ce n'est pas à la rencontre de 2 plaques tectoniques, c'est à l'origine de 2 plaques tectoniques. En Islande, qu'est-ce que c'est? C'est au milieu de l'océan Atlantique, et vous avez une dorsale qui passe juste sur l'Islande, et l'Islande, en fait, c'est un point chaud qui vient se superposer à ce mouvement général qui vous crée des plaques. Donc l'Islande, alors, il se trouve qu'en Islande, je vous en ai parlé un petit peu, j'ai fait une allusion à ça, je fabrique un peu de croûte continentale en Islande. Si vous regardez à 30 km, je vous conseille d'aller voir à 30 km de profondeur en Islande, vous verrez qu'il y a du continent là-dessous. Alors pour faire du continent en Islande, qu'est-ce qu'on fait? On accumule de la lave, comme il y en a beaucoup qui se produit. Et finalement, au bout d'un certain temps, c'est de la lave qui a été au fond de la mer, donc qui est hydratée. Quand c'est suffisamment épais, au fond c'est chaud, et ça va fondre, et ça va vous donner, c'est le même mécanisme qu'un peu la subduction. Vous avez hydraté des roches, et vous les faites fondre, et ça vous donne quelque chose qui ressemble à de la masse continentale. Donc on fait un peu de continent sous l'Islande. Mais c'est un point chaud. Y a-t-il d'autres questions?
On a encore un peu de temps, monsieur au deuxième rang. Ici. Bonjour et merci pour votre intervention. Sur la France, au niveau du Cotentin, j'avais cru lire qu'il y avait une roche assez vieille, de l'ordre de 2 milliards d'années. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, alors les roches les plus anciennes en France, vous allez trouver ça du côté du massif armoricain, par là. Alors il y a des bouts de roche du côté de... Alors, 2 milliards d'années, je crois que c'est récent. Il y a plusieurs massifs cristallins qui ont cet âge-là, oui. Mais c'est des petits bouts qui étaient incorporés à une masse plus grande continentale. En fait, la France, c'est des blocs qui se sont constitués il n'y a pas très longtemps, en fait. Et d'ailleurs, je pourrais vous montrer, c'est responsable d'ailleurs de sismicité, puisque ces deux blocs ne sont pas parfaitement attachés l'un à l'autre. Mais c'est vrai qu'il y a une partie beaucoup plus ancienne, qui est la partie nord, hein, c'est grosso modo la Bretagne et tout ça, et puis la partie sud, du côté de Bordeaux, etc., qui est différente. Donc c'est dans la partie ancienne que vous allez trouver les roches les plus anciennes. Effectivement, on a trouvé des roches qui ont à peu près daté à 2 milliards d'années. Oui. Y a-t-il encore des questions ? Le temps que peut-être des questions se manifestent, moi j'en ai une. On a l'impression, si j'ai bien compris, que cette notion de continent a peu à voir avec le fait de savoir s'il y a de l'eau ou pas. Est-ce que c'est une coïncidence que les océans ont l'air d'être à la lisière quasiment des continents au sens géologique? D'abord, pour faire des océans, il faut qu'il y ait de l'eau. Donc, alors ça, c'est un des gros bouleversements qu'on a en sciences de la Terre à l'heure actuelle, c'est que pendant très longtemps, on a pensé que la masse totale d'eau à la surface de la planète était constante, et que cette eau, vous savez, on la recycle, l'océan s'évapore, ça pluie, etc. Le stockage dans les continents ne change pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'eau qui est stockée à l'intérieur des continents. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, à l'intérieur de la Terre, en profondeur, dans les roches du manteau terrestre, qu'on pensait être totalement déshydratées, il y a un peu d'eau dedans. Donc ça veut dire qu'on sait maintenant, si on regarde le volume total du manteau et les quantités d'eau qu'on a détectées dans ces roches-là, on sait qu'il y a à peu près au moins une fois encore la quantité totale qui est à la surface de la Terre en eau. Donc il y a beaucoup d'eau dans la Terre. Donc ça veut dire que les roches sur Terre, elles sont un peu plus malléables que si elles étaient totalement sèches. Ça, c'est un point important. Le deuxième point, c'est est-ce que oui ou non on a besoin des océans pour faire des continents? La réponse est non, puisqu'on peut faire de la convection dans les roches sans eau. La question, c'est si les roches étaient vraiment totalement déshydratées, elles seraient beaucoup plus visqueuses. Est-ce que les mouvements seraient aussi intenses qu'à l'heure actuelle? Donc la question est, il y aurait probablement des mouvements, mais ils ne seraient certainement pas aussi... vous me direz que vous avez une idée de la vitesse des mouvements à la surface de la Terre. Vous savez combien c'est à peu près? Bon, c'est quelques centimètres par an. C'est pas énorme pour nous, mais à l'échelle des temps géologiques, c'est important. Vous créez l'océan Atlantique. L'océan Atlantique est à 180 millions d'années. Donc, c'est pas si mal que ça. En 180 millions d'années, vous créez un océan entier. Si vous avez des roches qui sont beaucoup moins déformables, donc tout va être beaucoup plus lent, il se peut que pour faire l'océan Atlantique, il vous faudrait 3 milliards d'années. Donc, à ce moment-là, il ne se passe pas grand-chose au niveau océanique. Donc, il y a tous ces effets qu'il faut prendre en compte. Il faut de l'eau, mais l'eau, elle n'est pas nécessaire. Et puis, est-ce qu'il y a des océans tels que l'on peut voir actuels? Ce n'est pas forcément vrai, ça dépend aussi de savoir depuis combien de temps ça peut bouger. Voilà. Y a-t-il encore des questions dans le public? Si jamais il n'y a plus de questions, je vous propose d'en rester là. Claude Jopard, merci encore beaucoup pour votre conférence. Merci pour vos réponses. Merci également à vous, public, pour votre attention et pour vos questions.